messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition de journal sur votre chaîne BTV. Et sans tarder, on commence avec les grands titres. Le président de la République du Burundi déplore la façon dont la population de la ville de Bujumbura fait la propreté. Et les efforts doivent être conjugués pour trouver une solution durable au problème de mauvaise alimentation en milieu scolaire. Vous allez l'entendre dans les détails. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, déplore la façon dont la population de la ville de Bujumbura fait la propreté. Il a dit lors de la réunion des États généraux sur le tourisme tenue en date du 27 au 28 février cette année. Benoît Sindaïgouania. Au moment où la ville de Bujumbura ainsi que ses quartiers périphériques persistent toujours dans l'impropreté, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, déplore la manière dont la population de la ville de Bujumbura... La propriété demande combien d'argent? Ça demande d'être riche ou pauvre. On trouve trop de propriétés dans vos parcelles, mais à l'extérieur, il y a trop de saleté. On dirait que ça ne vous concerne pas. Vous jetez la saleté là-bas comme si c'est la poubelle. Vous avez tous honte. Vous êtes bien habillés, maquillés, cheveux coiffés, mais vous avez passé dans les ordures. Dites-moi, quel touriste viendra visiter ce pays? D'autre part, il met en garde l'administration de la municipalité de Bujumbura et indique que s'il y a besoin de développer le secteur touristique, la propreté est indispensable. Pour rendre propre la ville, exige-t-il d'être un pays développé? Vous allez au centre-ville et voir. Si vous avez besoin de touristes, je ne vais plus voir nulle part des saletés. Maire de la ville, vous me verrez devant l'immeuble idéal en train de balayer et ne viendrez pas m'accompagner. On ne peut pas attirer des touristes dans ces conditions. Malgré la présence des sociétés en contrat avec la mairie chargée de l'assainissement de la ville, il se manifeste toujours des déchets de toutes sortes, trimbalés sur les routes et dans les caniveaux. Et sur la page éducation, les efforts doivent être conjugués pour trouver une solution durable au problème de mauvaise alimentation en milieu scolaire. Cela a été dit par Dr François Habyarimana, ministre de l'Éducation. Jules Verne Nakimana. Une mauvaise alimentation constitue un frein au développement du système éducatif. Tels sont les propos du Dr François Habyarimana, ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, lors des cérémonies d'ouverture de la journée africaine de l'alimentation scolaire. L'insécurité alimentaire et la malnutrition demeurent un défi majeur dans plusieurs pays africains. Certes, l'Afrique a réalisé des progrès significatifs au cours de la dernière décennie, depuis l'adoption de la déclaration de Malabo en 2014, mais certains pays africains manifestent une forte prévalence supérieure au seuil acceptable de retard de croissance chez les enfants. On enregistre en effet un nombre important d'enfants en Afrique qui vont chaque jour à l'école, l'estomac vide, avec toutes les conséquences relatives à l'apprentissage que je ne voudrais pas rappeler ici, car connu de tous. Pour le Burundi, la nutrition et la sécurité alimentaire des enfants, ainsi que l'éducation, constituent des priorités fondamentales pour le gouvernement. Selon le ministre François Habyarimana, des efforts doivent être conjugués à l'ensemble pour trouver une solution durable à ce problème. Un autre aspect que je voudrais souligner est l'appropriation de ce programme d'alimentation scolaire par nous les parents, par nous les Africains. Il est vrai que nos partenaires appuient nos pays dans la mise en œuvre de ce programme combien important. Mais l'accès universel à l'alimentation scolaire incombe d'abord à nous les Africains. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas besoin de tels appuis, mais
nous avons l'obligation de tout faire pour que nos enfants puissent bénéficier d'un repas sain et nutritif à l'école si nous voulons améliorer leur performance, que nous soyons appuyés ou pas. Vous saurez que cette activité est inscrite dans la marge de la célébration de la journée africaine de l'alimentation scolaire, célébrée le 1er mars de chaque année. La récolte de maïs non sèche ne peut pas être acceptée par l'Agence nationale de stock de sécurité alimentaire ANAGESA, comme le signale monsieur le directeur général de cette agence, Douimana Joseph, suivant Nyandui Raphaël. Au moment où il y a eu des plaintes des agriculteurs de maïs auprès de l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire ANAGESA pour ne pas recevoir les récoltes de maïs non séchés, le directeur général de l'ANAGESA, Douimana Joseph, a expliqué comment cette opération devrait se passer. Il a aussi indiqué comment l'ANAGESA collabore avec les agriculteurs ainsi que les autorités administratives. Le maïs qui est collecté, c'est un maïs qui est suffisamment sec. Il doit avoir un taux d'humidité qui est inférieur ou égal à 13%. C'est pourquoi nous utilisons des humidimètres pour tester justement l'humidité. Que le maïs est retourné pour être encore une fois séché et le faire revenir après l'avoir bien séché. Le directeur général de l'ANAGESA s'est également exprimé sur la mesure interdisant aux cultivateurs de maïs de ne pas vendre plus de 500 kg et il a également indiqué comment son agence s'est organisée pour bien sécuriser les récoltes stockées. Il a été proposé que plutôt, au lieu de maintenir cette mesure, d'exiger la présentation des factures des engrais, qu'il y ait plutôt l'implication de l'administration pour qu'il n'y ait pas de commerçants collecteurs qui collectent et qui viennent finalement vendre la production collectée au niveau de la matrice. Et après avoir pesé le maïs, on fait l'arrobage avec un produit phytosanitaire de protection pour que le maïs soit conservé suffisamment longtemps. C'est que les graines sont conservées dans des sacs PIX. Ce sont des sacs spécialisés pour la bonne conservation des grains, que ce soit le maïs, le haricot ou autre. L'ANAGESA a profité de cette occasion pour tranquilliser les agriculteurs qui ne reçoivent pas leur argent lorsqu'ils ont déjà vendu leur récolte, en leur assurant qu'ils devraient tous recevoir leur argent. Continuons dans la culture, la rencontre entre le ministre ayant la jeunesse et la culture dans ses attributions et les différents artistes burundais s'est tenue ce jeudi. Le but de cette rencontre était le dialogue sur l'état des lieux du secteur culturel au Burundi. Ange Negrita Irakoze. Lors d'une rencontre de ce jeudi 29 février 2024 entre le ministre ayant la jeunesse et sport et la culture dans ses attributions, Gervais Abayeho, et différents artistes burundais, l'une des questions qui ont été posées au ministre est que le Burundi ne dispose que d'un seul centre culturel dans le Palais des Arts et même ce dernier risque de disparaître dans le prochain jour. J'ai entendu que le Palais des Arts va être transformé en galerie et je me suis demandé si on va chercher d'autres salles alors que cette dernière est là. Qu'on réhabilite le Palais des Arts pour qu'on puisse y jouer des théâtres et des concerts, car cette place est pour les artistes depuis longtemps. Les espaces culturels. Parmi les centres culturels, vous avez évoqué Sedo Gitega, Palais des Arts, et il y a un musée Viva qui n'est pas exploité, alors qu'il était destiné à accueillir des concerts. Il y a aussi d'autres centres non exploités. Le ministre Gervais Abayeho a donné l'éclaircissement sur la question concernant les infrastructures culturelles ainsi que d'autres sites touristiques.
Là où habitaient les anciens dignitaires et les colons, il y a un projet de construire une maison de l'histoire représentant l'histoire du Burundi. On va dans le sens de ce que vous proposez. Ce sont déjà des projets gouvernementaux. Le président de la République l'a déjà déclaré. Ils sont dans le même projet comme la maison de la culture à Guéta, maison de l'histoire au mausolée d'Ondadaye, ainsi que d'autres projets dans le sport comme la salle au Minisport au Sesinga. Nous avons aussi un projet de ces constructions dans un stade à Changuzo. Ils sont dans nos projets, mais il y aura d'État. Lors de cette audience, les participants étaient entre autres les membres de différentes associations culturelles ainsi que les clubs culturels. The PSG Show, le sponsor de ce soir est la compagnie de OneXBet. Rejoignez la meilleure promo de cette saison et gagnez des prix exclusifs. En mars, seulement avec Canal+. Je vois des choses que les autres ne voient pas. Oh, que c'est chaud! On en était sûr que ça allait mal se passer! Qui veut être avec le célibataire le plus séduisant? Elles vont toutes se jeter sur lui. Toute cette générosité, je peux le ressentir. 30 jours de festivités, 30 jours de spiritualité. Soyez éblouissantes. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. 100% de toutes vos envies avec Canal+. De PSG Show, Milan Skriniar attrape des flèches. Nouvelle sportive de Nuno Mendes. Achraf Hakimi avec ses nouveaux tours. Bienvenue à notre coach, Marco Asensio. Et l'irremplaçable Marc Guiraud. Le sponsor de ce soir est la compagnie de OneXBet. Rejoignez la meilleure promo de cette saison et gagnez des prix exclusifs. Et maintenant, quittons un peu le Burundi et suivons l'actualité internationale avec Anne-Laurice Ndongodi. Commençons notre actualité internationale où des proches d'otages ont entamé une marche de 4 jours jusqu'à Jérusalem. Le point de départ de la marche est le kibbutz de Lem, où s'est tenu le festival Nova le 7 octobre 2023. Partis d'ici et d'Israël ce mardi, ils espèrent arriver à Jérusalem dans 4 jours. Parmi ces marcheurs, des proches d'otages détenus par le Hamas depuis le 7 octobre, mais également quelques-uns des otages libérés. Avec ce mouvement, ils espèrent faire pression sur le gouvernement de Benjamin Netanyahu. C'est d'ailleurs devant la résidence du Premier ministre qu'ils prévoient de terminer leur marche. On veut la ramener à la maison. La dernière fois que nous avons marché, nous en avons ramené quelques-uns. Et maintenant, nous allons ramener les autres à la maison, explique Inbar Tchatch, cousine d'un des otages. Des négociations actuellement liées à Doha entre le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, avec pour but de trouver un accord entre Israël et le Hamas pour en cesser le feu et une libération des otages. Selon le président américain Joe Biden, cet accord pourrait être trouvé avant le début du Ramadan qui doit commencer autour du 11 mars. 130 otages sont encore détenus à Gaza. 31 d'entre eux seraient morts après la libération de 105 civils au cours d'une trêve qui a duré une semaine à la fin du mois de novembre. Le Hamas détient également les dépôts de des soldats tués au combat en 2014, Oron Shaul et Hadar Gordin. Il garderait aussi en détention des civils israéliens Avila Mengistu et Sham Ar-Saïd, qui seraient encore en vie après être entrés dans la bande de leur propre gré en 2014 et 2015. En France, le 28 février de cette année, le Sénat a voté en faveur de l'inscription d'une liberté garantie à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Une décision historique et importante saluée par les associations féministes. Ce projet a franchi mercredi son étape la plus délicate au Parlement avec le vote du Sénat en faveur d'une liberté garantie à l'interruption volontaire de grossesse sans modifier le texte du gouvernement. C'est un symbole et pas important, a commenté auprès de l'agence française de presse Daniel Gaudry, membre du collectif Avortement en Europe, les femmes décident. Nous saluons son vote, même si ce ne sont pas les termes que nous espérions. Nous rêvions que l'IVG soit inscrit dans la Constitution en tant que droit plutôt qu'en tant que liberté garantie. Dans la foulée du vote, le président français Emmanuel Macron a convoqué le congrès des deux chambres du Parlement lundi 4 mars, ultime étape du chemin parlementaire pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Je suis extrêmement soulagé que le Sénat n'ait pas entravé son projet de constitutionnalisation de l'IVG qui est soutenu massivement par la population française, a déclaré à l'agence française de presse Anne-Cécile Merfer, présidente de la Fondation des femmes.
À présent, nous avons hâte d'être au 4 mars. Une majorité de 3/5 sera nécessaire au Congrès pour une adoption définitive du projet, mais il ne fait aucun doute au vu des votes successifs des deux assemblées. Le Haut Conseil à l'égalité s'est ainsi déjà réjoui dans un communiqué de son moment historique qui fait de la France un exemple pour le monde. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir prêté votre attention. Et pour plus de détails, suivez BTV Burundi sur YouTube, X et Facebook, mais aussi sur StarTime, chaîne 781 et 106, et sur Canal+, chaîne 396. Merci, que Dieu vous garde.